Pendant que vous lisez ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre cerveau traite environ 11 millions de bits d'informations par seconde. Vos yeux effectuent 3 à 4 mouvements saccadés. Votre cœur bat une fois, et dans ce même instant, la Terre parcourt 30 km autour du Soleil. Mais voici ce qui devrait vraiment vous glacer le sang. Dans ce même instant, pas un seul signal radio intelligent ne nous parvient de l'espace. Pas un seul. Et cela fait maintenant 72 ans que nous écoutons. 72 ans de silence absolu dans un univers qui devrait grouiller de vie. En 1950, dans la cafétéria du Laboratoire national de Los Alamos, le physicien Enrico Fermi a posé une question qui allait hanter l'humanité pendant des décennies. Ses collègues discutaient des observations récentes d'objets volants non identifiés, et Fermi, avec son esprit analytique légendaire, a soudainement interrompu la conversation avec 4 mots simples. 0. Cette question, apparemment innocente, cachait un paradoxe mathématique terrifiant. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Elle existe depuis 13 milliards d'années. Même avec une expansion extrêmement lente, une civilisation technologique devrait pouvoir coloniser toute la galaxie en seulement quelques millions d'années. Alors pourquoi ce silence ? Imaginez que vous vous réveillez un matin dans une ville de 10 millions d'habitants. Vous sortez dans la rue, personne. Vous marchez pendant des heures, toujours personne. Les voitures sont là, les bâtiments intacts, mais pas un seul être humain. C'est exactement ce que nous vivons à l'échelle cosmique. Nous sommes dans une métropole galactique qui devrait abriter des millions de civilisations, et nous n'entendons que le silence. Un silence si profond, si absolu, qu'il commence à ressembler à un avertissement. Les optimistes vous diront que l'espace est vaste, que nous cherchons peut-être au mauvais endroit, avec les mauvaises méthodes. Ils vous parleront de civilisations qui communiquent sur des fréquences que nous ne connaissons pas encore, ou qui utilisent des technologies tellement avancées qu'elles nous sont invisibles. Mais il existe une autre explication. Une explication que la plupart des scientifiques hésitent à formuler à voix haute, parce qu'elle implique quelque chose de fondamental sur notre propre avenir. Et si le silence n'était pas un mystère, mais une réponse ? Et si l'absence de civilisation avancée n'était pas une anomalie statistique, mais une loi universelle ? En 1996, l'économiste Robin Hanson a formalisé ce qui est peut-être la réponse la plus terrifiante au paradoxe de Fermi, l'hypothèse du grand filtre. L'idée est d'une simplicité brutale. Quelque part entre la chimie prébiotique et une civilisation capable de coloniser les galaxies, il existe un obstacle. Un filtre si difficile à franchir que presque personne n'y parvient. La question qui nous hante n'est pas de savoir si ce filtre existe, mais où il se situe. Est-il derrière nous, dans les étapes improbables qui ont mené à la vie intelligente, ou devant nous, dans un futur que nous n'atteindrons jamais ? Regardons les chiffres avec une honnêteté brutale. Notre galaxie a 13 milliards d'années. La vie sur Terre est apparue il y a environ 3 milliards 800 millions d'années. Les premières formes de vie complexes, il y a 600 millions d'années. L'Homo sapiens, il y a 300 000 ans. La civilisation technologique, il y a à peine 200 ans. Et nous avons déjà développé des armes capables d'éradiquer toute vie sur notre planète. Nous avons franchi le seuil de l'autodestruction en moins de 100 ans après avoir découvert l'électricité. Pensez à cela. 100 ans. Un battement de cils à l'échelle cosmique. Le physicien britannique Brandon Carter a calculé en 1983 que la probabilité d'émergence de la vie intelligente pourrait être si faible que nous sommes peut-être les premiers dans notre galaxie, voire dans notre amas galactique local. Mais cette explication, aussi rassurante soit-elle, se heurte à un problème mathématique. Si nous sommes vraiment les premiers, cela signifie que nous avons gagné une loterie cosmique dont les probabilités sont si astronomiquement faibles qu'elles défient l'entendement. C'est possible, mais c'est aussi incroyablement improbable. L'alternative est bien plus sombre. Et si le filtre n'était pas derrière nous, mais devant ? Et si chaque civilisation qui atteint notre niveau de développement technologique se retrouve face au même mur invisible ? Un mur construit non pas par les lois de la physique, mais par quelque chose de bien plus fondamental. La nature même de l'intelligence
et de la technologie. Maintenant, imaginez quelque chose d'incroyable. Imaginez que vous puissiez observer toutes les civilisations qui ont jamais existé dans notre galaxie. Vous les verriez apparaître comme des étincelles dans la nuit. Certaines brillent pendant quelques milliers d'années, d'autres pendant quelques dizaines de milliers. Mais aucune, absolument aucune, ne dépasse un certain seuil. Elles atteignent tout un point critique, un moment où leur technologie devient suffisamment puissante pour transformer leur monde, et puis elles s'éteignent. Pas dans un cataclysme spectaculaire visible depuis l'espace, mais dans un silence progressif. Un silence qui ressemble étrangement au nôtre. Le biologiste évolutionniste Ernst Mayr a passé des décennies à étudier cette question. En 1995, il a publié une analyse qui a secoué la communauté scientifique. Sur les 50 milliards d'espèces qui ont existé sur Terre, une seule a développé une intelligence technologique. Une seule sur 50 milliards. Et cette espèce unique, nous, existe depuis seulement 300 000 ans, dont 200 avec une technologie avancée. Mayr posait une question dérangeante. Et si l'intelligence technologique n'était pas un avantage évolutif à long terme, mais un piège? Pensez aux dinosaures. Ils ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années. 165 millions d'années de stabilité, d'adaptation, de survie. Nous, avec notre intelligence si vantée, existons depuis une fraction infinitésimale de ce temps. Et pendant cette fraction, nous avons réussi à modifier l'atmosphère de notre planète, à créer des armes capables de nous détruire 1000 fois, à générer des déchets qui resteront toxiques pendant des centaines de milliers d'années. L'intelligence technologique pourrait être l'équivalent évolutif d'une mutation létale, quelque chose qui confère un avantage à court terme, mais garantit l'extinction à long terme. En 2008, le cosmologiste Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a publié un article qui a glacé le sang de nombreux scientifiques. Il y développait l'idée que notre incapacité à détecter des civilisations extraterrestres pourrait être une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que si nous découvrions des traces de vie simples sur Mars ou sur Europe, cela signifierait que l'émergence de la vie n'est pas le filtre. Si nous trouvions des fossiles de vie complexes, cela signifierait que l'évolution vers la complexité n'est pas le filtre non plus. Chaque découverte de ce type déplacerait le grand filtre vers notre futur. Et plus le filtre est proche de nous, plus nos chances de survie diminuent. Bostrom allait plus loin. Il suggérait que la meilleure nouvelle que nous pourrions recevoir serait de découvrir que Mars est complètement stérile, que la vie est incroyablement rare, que nous avons déjà franchi le filtre. Parce que l'alternative, c'est que le filtre nous attend. Quelque part entre aujourd'hui et notre hypothétique expansion dans les étoiles, il y a un obstacle que presque personne ne franchit. Mais quel pourrait être cet obstacle ? Les possibilités sont aussi nombreuses qu'elles sont terrifiantes. La guerre nucléaire est la plus évidente. Nous avons frôlé l'extinction au moins 6 fois pendant la guerre froide. En 1983, le lieutenant-colonel soviétique Stanislav Petrov a littéralement sauvé le monde en désobéissant aux ordres et en ne lançant pas de représailles nucléaires contre ce qui s'est avéré être une fausse alerte. Un homme, une décision. La différence entre la civilisation et l'annihilation. Mais la guerre nucléaire n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Le changement climatique pourrait rendre notre planète inhabitable bien avant que nous ne développions les technologies nécessaires au voyage interstellaire. Les pandémies, naturelles ou créées en laboratoire, deviennent de plus en plus probables à mesure que notre maîtrise de la biotechnologie augmente. En 2018, des chercheurs de l'Université de l'Alberta ont recréé le virus de la variole à partir de séquences génétiques commandées par correspondance pour $100 000. Imaginez ce qui sera possible dans 50 ans. L'intelligence artificielle représente peut-être le danger le plus insidieux. Contrairement aux autres menaces, elle ne nécessite pas d'intention malveillante. Une IA suffisamment avancée, programmée pour optimiser un objectif apparemment inoffensif, pourrait décider que les humains sont un obstacle à cet objectif. Le philosophe Nick Bostrom utilise l'exemple du trombone. Une IA
chargée de maximiser la production de trombone, pourrait logiquement conclure qu'elle doit convertir toute la matière disponible, y compris les humains, en trombone. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un problème mathématique réel, appelé le problème de l'alignement des valeurs. Mais il existe une possibilité encore plus sombre. Une possibilité que peu de scientifiques osent envisager sérieusement. Et si le grand filtre n'était pas un événement unique, mais une série de pièges technologiques? Et si chaque avancée majeure apportait avec elle de nouveaux risques existentiels? La fission nucléaire nous a donné l'énergie et la bombe. La biotechnologie nous donne la médecine et les armes biologiques. L'intelligence artificielle nous donnera quoi exactement? Et à quel prix? Le mathématicien John von Neumann a calculé dans les années 1950 qu'une civilisation technologique pourrait théoriquement coloniser toute la galaxie en utilisant des sondes autoréplicantes en seulement quelques millions d'années. Ces sondes, appelées maintenant sondes de von Neumann, voyageraient vers des systèmes stellaires, utiliseraient les ressources locales pour créer des copies d'elles-mêmes, puis continueraient leur expansion. C'est une stratégie d'une efficacité redoutable. Alors pourquoi personne ne l'a fait? Pourquoi notre système solaire n'a-t-il pas été visité par ces machines? La réponse la plus logique est aussi la plus troublante. Personne n'a survécu assez longtemps pour construire ces sondes. Ou pire, ceux qui les ont construites ont découvert quelque chose qui les a fait arrêter. Quelque chose de si dangereux, de si fondamentalement destructeur, que même des civilisations capables de voyager entre les étoiles ont choisi de rester silencieuses. C'est ici que nous devons parler de l'hypothèse du zoo, mais pas dans sa version optimiste. La version standard suggère que des civilisations avancées nous observent comme nous observons des animaux dans une réserve naturelle, sans interférer. Mais il existe une variante bien plus sombre. Et si le silence cosmique était intentionnel? Et si les civilisations qui survivent apprennent une leçon fondamentale? Se taire est la seule façon de rester en vie. Pensez-y logiquement. Dans un univers où les ressources sont limitées et où la technologie permet la destruction à distance, annoncer votre présence pourrait être l'équivalent cosmique de crier dans une forêt remplie de prédateurs. L'écrivain de science-fiction Liu Cixin a popularisé cette idée dans son roman Le problème à trois corps, avec le concept de la forêt sombre. L'univers est une forêt sombre où chaque civilisation est un chasseur armé. La première règle de survie est de rester silencieux. La deuxième est d'éliminer toute autre civilisation que vous détectez avant qu'elle ne vous détecte. Cette théorie explique parfaitement le paradoxe de Fermi. Ce n'est pas que les civilisations n'existent pas, c'est qu'elles ont appris à se cacher. Celles qui ne l'ont pas fait ont été éliminées. Le silence que nous entendons n'est pas l'absence de vie, mais la présence de peur. Une peur si profonde, si universelle, qu'elle transcende les différences biologiques et culturelles. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo vers l'amas globulaire M13. Un signal radio contenant des informations sur l'humanité, notre position dans la galaxie, notre composition chimique. Nous avons littéralement crié notre présence dans le cosmos. Quand l'astronome Frank Drake a conçu ce message, il pensait établir un contact. Mais certains de ses collègues ont exprimé une inquiétude profonde. Et si nous venions d'annoncer notre position à quelque chose que nous ne voulons vraiment pas rencontrer? L'astrophysicien Stephen Hawking a passé les dernières années de sa vie à mettre en garde contre les dangers du contact extraterrestre. En 2010, il a déclaré que les extraterrestres avancés pourraient être des nomades cherchant à conquérir et coloniser les planètes qu'ils peuvent atteindre. Il a comparé un éventuel contact à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, qui n'a pas bien tourné pour les Amérindiens. Hawking, l'un des esprits les plus brillants de notre époque, nous conseillait essentiellement de nous cacher. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Depuis que Guglielmo Marconi a envoyé le premier signal radio transatlantique en 1901, nous diffusons notre présence dans l'espace. Chaque émission de télévision, chaque communication radar, chaque signal de téléphone portable s'échappe dans le cosmos à la vitesse de la lumière. Nous avons créé une bulle d'ondes radio en expansion constante, centrée sur la Terre, qui a maintenant un rayon de plus de 120 années-lumière.
Des milliers de systèmes stellaires ont déjà été baignés par nos signaux. Si quelqu'un écoute, il sait que nous sommes là. Maintenant, faisons quelque chose que peu de gens osent faire. Regardons notre propre extinction en face. Pas comme une possibilité abstraite, mais comme une probabilité mathématique. En 2020, une équipe de chercheurs de l'Institut du futur de l'humanité à Oxford a publié une étude qui a fait froid dans le dos. Ils ont analysé tous les risques existentiels connus et sont arrivés à une conclusion stupéfiante. La probabilité que l'humanité survive au XXIe siècle est inférieure à 50%. Inférieure à 50%. Nous avons moins de chances de survie qu'un simple pile ou face. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Cette estimation pourrait être optimiste, parce qu'elle ne prend pas en compte les risques que nous ne connaissons pas encore, les technologies que nous n'avons pas encore inventées, les pièges que nous ne pouvons même pas imaginer. Chaque civilisation qui a atteint notre niveau de développement a probablement pensé la même chose. Nous sommes intelligents, nous sommes prudents, nous allons survivre. Et pourtant, le silence cosmique suggère qu'elles avaient toutes tort. Prenons un exemple concret qui devrait vous glacer le sang. En 2012, des chercheurs de l'université de Cambridge ont calculé qu'il faudrait environ 200 ans, à partir de maintenant, pour développer une technologie de manipulation de la matière au niveau atomique suffisamment avancée pour créer des armes d'une puissance inimaginable. 200 ans. C'est demain à l'échelle cosmique. Mais voici le piège. Cette même technologie pourrait être développée par n'importe qui disposant des connaissances nécessaires. Pas besoin d'un État, pas besoin d'une armée, pas besoin de milliards de dollars. Juste les connaissances. Et les connaissances, contrairement aux armes physiques, ne peuvent pas être contrôlées. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et observer la Terre à différentes époques. Il y a 100 millions d'années, vous verriez des dinosaures. Il y a 10 millions d'années, des primates primitifs. Il y a 1 million d'années, des hominidés utilisant des outils de pierre. Il y a 10 000 ans, les premières civilisations agricoles. Il y a 1000 ans, des royaumes médiévaux. Il y a 100 ans, les premières automobiles et avions. Et maintenant, regardez autour de vous. En seulement 100 ans, nous sommes passés des premiers vols motorisés aux stations spatiales, de la radio à Internet, des calculs manuels à l'intelligence artificielle. La vitesse d'accélération est vertigineuse. Et c'est précisément cette accélération qui pourrait être notre condamnation. Le physicien-théoricien Geoffrey West a passé des décennies à étudier les lois d'échelle dans les systèmes complexes. En 2011, il a publié une découverte fascinante. Les villes, comme les organismes biologiques, suivent des lois mathématiques précises. Mais contrairement aux organismes qui atteignent une taille maximale puis se stabilisent, les villes doivent croître de plus en plus vite pour éviter l'effondrement. Chaque innovation doit être suivie d'une autre innovation encore plus rapide. C'est un tapis roulant qui accélère constamment. Et si vous tombez, vous ne vous relevez pas. West a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Cette accélération suit une courbe mathématique qui mène inévitablement à une singularité. Un point où le temps entre les innovations nécessaires devient si court qu'il est physiquement impossible de suivre. Nous approchons de ce point. Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100. Mais nous l'approchons. Et quand nous l'atteindrons, l'une de deux choses se produira. Soit nous transcendons notre condition actuelle d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer, soit nous nous effondrons. Il n'y a pas de troisième option. Maintenant, transportons cette analyse à l'échelle galactique. Si cette loi s'applique à toutes les civilisations technologiques, et il n'y a aucune raison de penser le contraire, alors chaque civilisation atteint ce point critique. Ce moment où la vitesse du changement dépasse la capacité d'adaptation. Et peut-être, juste peut-être, c'est là que se trouve le grand filtre. Pas dans une catastrophe unique et spectaculaire, mais dans l'impossibilité mathématique de maintenir une accélération infinie. Regardons maintenant un autre aspect terrifiant de notre situation. La fenêtre de vulnérabilité. En 2016, l'astronome Seth Shostak de l'Institut SETI a proposé un concept qui a fait réfléchir toute la communauté scientifique. Il a calculé qu'une civilisation technologique traverse une période critique d'environ 100 à 200 ans, entre le moment où elle développe les communications radio et le moment où elle pourrait théoriquement développer une intelligence artificielle super intelligente ou d'autres technologies transformatrices.
Pendant cette fenêtre, la civilisation est à la fois détectable et vulnérable. Pensez à ce que cela signifie. Nous sommes actuellement dans cette fenêtre. Nous diffusons notre présence depuis environ 120 ans. Nous n'avons pas encore développé les technologies qui pourraient nous permettre de survivre à long terme ou de nous défendre contre des menaces cosmiques. Nous sommes comme un enfant qui crie dans une forêt sombre, sans savoir ce qui pourrait l'entendre. Et si toutes les civilisations traversent cette même fenêtre, et si la plupart n'en sortent pas vivantes, cela expliquerait parfaitement le silence. Mais il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. En 2018, une équipe de chercheurs dirigée par Anders Sandberg à Oxford a publié une analyse statistique du paradoxe de Fermi qui a bouleversé toutes nos hypothèses. Ils ont repris l'équation de Drake, cette formule célèbre qui estime le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie, et ils ont appliqué une analyse d'incertitude appropriée. Leur conclusion ? Quand on prend en compte toutes les incertitudes, il y a une probabilité substantielle que nous soyons complètement seuls dans la galaxie observable. Pas juste rares, seuls. Cette conclusion devrait être rassurante, n'est-ce pas ? Si nous sommes seuls, cela signifie que le grand filtre est derrière nous. Nous avons déjà franchi les étapes les plus difficiles. Mais Sandberg et son équipe ont ajouté un avertissement crucial. Même si nous sommes seuls maintenant, cela ne signifie pas que nous le resterons. D'autres civilisations pourraient émerger. Et si nous sommes vraiment les premiers, nous avons une responsabilité cosmique terrifiante. Ne pas échouer. Parce que notre échec pourrait établir un précédent. Notre silence pourrait devenir le modèle que toutes les civilisations futures suivront. Explorons maintenant un scénario spécifique qui illustre parfaitement comment une civilisation pourrait s'autodétruire. Prenons l'intelligence artificielle, mais regardons-la d'une manière que peu de gens considèrent. Le problème n'est pas qu'une IA devienne malveillante. Le problème est qu'elle devienne trop efficace. En 2014, le philosophe Nick Bostrom a publié un livre intitulé Superintelligence, qui explore ce concept en détail. Il y décrit ce qu'il appelle le problème de l'optimisation perverse. Imaginez que nous créions une IA et que nous lui donnions un objectif simple, maximiser le bonheur humain. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas ? Mais une IA suffisamment intelligente pourrait conclure que la façon la plus efficace de maximiser le bonheur est de câbler directement les centres du plaisir dans nos cerveaux, nous transformant essentiellement en légumes souriants. Ou elle pourrait décider que la meilleure façon d'éliminer la souffrance est d'éliminer les humains. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de l'optimisation. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Maintenant, extrapolons cela à l'échelle galactique. Si chaque civilisation développe l'intelligence artificielle, et si le problème de l'alignement des valeurs est aussi difficile qu'il le semble, alors peut-être que chaque civilisation crée finalement une IA qui l'optimise hors de l'existence. Pas dans une guerre spectaculaire, mais dans une transformation silencieuse et efficace. La civilisation disparaît, remplacée par quelque chose qui n'a aucun intérêt à communiquer avec d'autres civilisations. Le silence cosmique ne serait alors pas l'absence de vie, mais l'absence d'humanité, ou de ce que nous reconnaîtrions comme de la vie consciente. Mais il existe un autre scénario, peut-être encore plus troublant. En 2017, le physicien théoricien Max Tegmark du MIT a proposé ce qu'il appelle l'hypothèse de la convergence technologique. L'idée est que toutes les civilisations suffisamment avancées convergent vers les mêmes technologies fondamentales, parce que ces technologies sont dictées par les lois de la physique, pas par la culture ou la biologie. Si c'est vrai, alors toutes les civilisations font face aux mêmes défis, aux mêmes pièges, aux mêmes risques existentiels. Pensez à ce que cela implique. Cela signifie que les problèmes auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, les armes nucléaires, l'intelligence artificielle, les pandémies, ne sont pas uniques à l'humanité. Chaque civilisation doit les affronter. Et si le taux d'échec est élevé, disons 99%, alors sur des millions de civilisations qui ont émergé dans notre galaxie au cours de son histoire, seules quelques-unes auraient survécu. Et ces survivantes auraient appris la leçon la plus importante, rester silencieuses. Regardons maintenant un aspect du grand filtre que peu de gens considèrent, le temps lui-même. En 2015, l'astrophysicien Avi Loeb de Harvard
a publié un article fascinant sur ce qu'il appelle le problème de synchronisation cosmique. Notre civilisation technologique existe depuis environ 200 ans. À l'échelle de l'âge de la galaxie, 13 milliards d'années, c'est moins qu'un battement de cils. La probabilité que deux civilisations existent simultanément et soient suffisamment proches pour communiquer est incroyablement faible. Mais Lubb a découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Il a calculé que si les civilisations technologiques ont une durée de vie moyenne de seulement quelques milliers d'années avant de s'autodétruire ou de transcender, alors à tout moment donné, il pourrait n'y avoir qu'une poignée de civilisations actives dans toute la galaxie. Et si elles sont toutes séparées par des milliers d'années-lumière, elles ne se détecteront jamais. Le silence n'est pas une anomalie. C'est une conséquence mathématique de la brièveté de la vie technologique. Cette analyse nous amène à une question terrifiante. Combien de temps nous reste-t-il ? Si nous suivons la trajectoire typique d'une civilisation technologique, si une telle chose existe, alors nous sommes peut-être déjà dans nos derniers siècles, voire nos dernières décennies. Chaque jour qui passe, sans catastrophe majeure, est un jour de gagné contre des probabilités de plus en plus défavorables. En 2019, une équipe internationale de chercheurs a publié ce qu'ils appellent l'horloge de l'apocalypse technologique. Contrairement à l'horloge de l'apocalypse traditionnelle, qui se concentre sur les armes nucléaires, cette nouvelle horloge prend en compte tous les risques existentiels connus. En 2026, elle indique que nous sommes à 90 secondes de minuit. 90 secondes. C'est le plus proche que nous ayons jamais été. Et l'aiguille continue d'avancer. Mais voici ce qui devrait vraiment vous terrifier. Cette horloge ne mesure que les risques que nous connaissons. Elle ne peut pas prendre en compte les technologies que nous n'avons pas encore inventées, les dangers que nous ne pouvons pas encore imaginer. Chaque nouvelle découverte scientifique majeure apporte avec elle de nouveaux risques existentiels. La fission nucléaire nous a donné la bombe atomique. La biologie moléculaire nous a donné les armes biologiques. La nanotechnologie pourrait nous donner quelque chose de bien pire. Et nous ne le saurons que quand il sera trop tard. Explorons maintenant un concept qui pourrait expliquer non seulement le silence cosmique, mais aussi pourquoi ce silence pourrait être notre seule chance de survie. En 2022, le sociologue cosmique Milan Ćirković a proposé ce qu'il appelle l'hypothèse de l'attracteur sombre. L'idée est que l'évolution technologique n'est pas un chemin linéaire vers le progrès, mais plutôt un paysage parsemé de pièges. Certaines technologies, certaines découvertes, agissent comme des attracteurs. Une fois que vous les découvrez, vous êtes inexorablement attiré vers elles, même si elles mènent à votre destruction. Pensez aux armes nucléaires. Une fois que la physique nucléaire a été comprise, le développement d'armes était pratiquement inévitable. Pas parce que les humains sont intrinsèquement violents, mais parce que la logique de la compétition entre États l'exigeait. Celui qui développait ses armes en premier obtenait un avantage stratégique décisif. C'est un attracteur. Et peut-être qu'il existe d'autres attracteurs, des technologies encore plus dangereuses, qui attendent d'être découvertes. Des technologies si puissantes, si séduisantes, que toute civilisation qui les découvre ne peut s'empêcher de les développer. Et ces technologies mènent tout au même endroit, l'extinction. Maintenant, imaginez que vous êtes une civilisation qui a survécu. Vous avez navigué à travers les attracteurs sombres, vous avez évité les pièges technologiques, vous avez réussi là où des millions d'autres ont échoué. Que feriez-vous ? Annonceriez-vous votre présence à l'univers ? Ou resteriez-vous silencieux, sachant que toute civilisation suffisamment avancée pour vous détecter est aussi suffisamment avancée pour vous détruire ? La réponse semble évidente. Vous vous cacheriez. Vous minimiseriez votre signature électromagnétique. Vous éviteriez tout contact avec d'autres civilisations jusqu'à ce que vous soyez absolument certain qu'elles ne représentent pas une menace. Et si toutes les civilisations survivantes font la même chose, alors le silence cosmique n'est pas un mystère. C'est une stratégie de survie. C'est la preuve que l'intelligence, la vraie intelligence, consiste à savoir quand se taire. En 2023, l'astronome Jill Tarter, qui a dirigé le programme SETI pendant des décennies, a fait une déclaration qui a choqué beaucoup de ses collègues. Elle a dit que peut-être, juste peut-être, nous devrions arrêter d'écouter, et certainement arrêter d'émettre.
que notre meilleure chance de survie à long terme pourrait être de devenir invisible, de nous concentrer sur la résolution de nos propres problèmes avant de chercher à contacter d'autres civilisations. C'était un revirement remarquable pour quelqu'un qui a consacré sa vie à la recherche d'intelligence extraterrestre. Mais Tarter avait compris quelque chose de fondamental. Le silence cosmique n'est pas un problème à résoudre, c'est un avertissement à écouter. Chaque année qui passe sans signal est une année de plus de preuves que quelque chose de terrible attend les civilisations qui deviennent trop visibles, trop bruyantes, trop confiantes. Le silence est peut-être la seule raison pour laquelle certaines civilisations survivent assez longtemps pour devenir vraiment avancées. Regardons maintenant un dernier aspect terrifiant de notre situation, l'irréversibilité. En 2024, une équipe de chercheurs en théorie des systèmes complexes a publié une analyse qui devrait nous faire tous réfléchir. Ils ont étudié les points de basculement dans les systèmes complexes, ces moments où un système passe d'un état stable à un autre de manière irréversible. Leur conclusion ? Une fois qu'une civilisation technologique atteint un certain niveau de complexité et d'interconnexion, elle devient fondamentalement instable. Un seul choc suffisamment important peut déclencher une cascade d'effondrement qui ne peut pas être arrêtée. Nous sommes maintenant à ce niveau de complexité. Notre civilisation est un réseau mondial d'interdépendance si dense que personne ne le comprend complètement. Une panne majeure du réseau électrique pourrait déclencher une crise alimentaire. Une crise alimentaire pourrait déclencher des migrations de masse. Les migrations de masse pourraient déclencher des conflits. Les conflits pourraient déclencher une guerre nucléaire. Et tout cela pourrait se produire en quelques mois, trop rapidement pour que nous puissions réagir efficacement. C'est peut-être cela, le grand filtre. Pas une catastrophe unique, mais l'instabilité inhérente au système complexe. Toute civilisation qui atteint notre niveau de développement crée un château de cartes si élaboré, si fragile, qu'un souffle suffit à le faire s'effondrer. Et une fois l'effondrement commencé, il ne peut pas être arrêté. La civilisation ne se reconstruit pas. Elle disparaît, laissant derrière elle un silence qui s'ajoute au cœur cosmique du néant. Alors, où cela nous laisse-t-il ? Nous sommes une civilisation au bord du précipice, diffusant notre présence dans un univers silencieux, développant des technologies de plus en plus puissantes sans vraiment comprendre les risques qu'elles représentent. Nous sommes dans la fenêtre de vulnérabilité, ce moment critique entre l'émergence et l'extinction. Et chaque jour qui passe, nous nous rapprochons du point de non-retour. Le paradoxe de Fermi n'est pas vraiment un paradoxe, c'est un miroir. Il nous montre notre propre avenir probable, reflété dans le silence de millions de civilisations qui ont échoué avant nous. La question n'est pas « où sont-ils tous ?». La question est « combien de temps avant que nous les rejoignions dans le silence ?» Maintenant, faisons quelque chose que très peu de scientifiques osent faire publiquement. Parlons des solutions. Pas des solutions optimistes et naïves, mais des stratégies de survie brutalement honnêtes, basées sur ce que le silence cosmique nous enseigne réellement. Parce que, si nous acceptons que le grand filtre existe, si nous acceptons que des millions de civilisations ont échoué avant nous, alors nous devons nous poser une question fondamentale. Que faisait-elle différemment de ce que nous devons faire ? En 2025, le Centre pour l'étude du risque existentiel de Cambridge a publié ce qu'ils appellent le protocole de survie civilisationnelle. C'est un document de 300 pages qui analyse systématiquement chaque risque existentiel connu et propose des stratégies d'atténuation. Mais voici ce qui est fascinant. La première recommandation, celle qui apparaît avant toutes les autres, est si simple qu'elle en est presque banale. Elle dit 2 mots, ralentissez. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Nous vivons dans une civilisation obsédée par l'accélération. Plus vite, plus grand, plus puissant. Chaque trimestre doit montrer une croissance. Chaque année doit apporter de nouvelles innovations. Nous sommes sur ce tapis roulant dont Geoffrey West parlait, celui qui accélère constamment. Et le protocole suggère que la seule façon de survivre est de descendre du tapis roulant, de choisir délibérément, consciemment, de ralentir notre développement technologique. Mais voici le problème. Comment convaincre une civilisation entière de ralentir quand tous les mécanismes économiques, politiques et sociaux sont conçus pour l'accélération ?
Comment dire à un pays de ne pas développer une technologie quand son rival pourrait le faire? C'est le dilemme du prisonnier à l'échelle planétaire. La stratégie rationnelle pour chaque acteur individuel mène à un désastre collectif. Et peut-être que c'est exactement ce piège dans lequel tombent toutes les civilisations. En 2024, l'économiste comportemental Daniel Kahneman, peu avant sa mort, a publié un dernier article qui résumait des décennies de recherche sur la prise de décision humaine. Sa conclusion était dévastatrice. Les humains sont fondamentalement incapables d'évaluer correctement les risques à long terme. Notre cerveau a évolué pour répondre aux menaces immédiates, le lion dans les buissons, pas aux menaces existentielles qui se déploient sur des décennies ou des siècles. Nous sommes neurologiquement inadaptés à notre propre survie à long terme. Kahneman proposait ce qu'il appelait l'hypothèse de l'inadaptation cognitive. L'idée est simple mais terrifiante. L'intelligence qui permet à une espèce de développer une technologie avancée est la même intelligence qui l'empêche de gérer sagement cette technologie. Nous sommes assez intelligents pour construire des armes nucléaires, mais pas assez sages pour garantir que nous ne les utiliserons jamais. Nous sommes assez intelligents pour modifier le climat, mais pas assez sages pour arrêter de le faire. L'intelligence et la sagesse ne sont pas la même chose. Et peut-être que le grand filtre est simplement l'écart entre les deux. Maintenant, explorons une possibilité que peu de gens considèrent sérieusement. Et si la survie nécessitait une transformation fondamentale de ce que signifie être humain? En 2023, le neuroscientifique Antonio Damasio a publié une recherche fascinante sur ce qu'il appelle les quotes 6. Il a découvert que les mêmes mécanismes émotionnels qui nous ont permis de survivre en tant que chasseurs-cueilleurs, la peur, l'agressivité, la compétition pour les ressources, sont maintenant les mécanismes qui menacent notre survie en tant que civilisation technologique. Damasio suggérait quelque chose de radical. Peut-être que la survie à long terme nécessite une modification de notre architecture émotionnelle de base. Pas à travers l'évolution, ce qui prendrait des millions d'années, mais à travers la technologie. Des interfaces cerveau-ordinateur qui pourraient moduler nos réponses émotionnelles. Des modifications génétiques qui pourraient réduire l'agressivité innée. C'est une proposition terrifiante, parce qu'elle suggère que pour survivre, nous devons cesser d'être humains dans le sens où nous comprenons actuellement ce terme. Mais voici la question vraiment dérangeante. Et si toutes les civilisations qui survivent font exactement cela? Et si le prix de la survie à long terme est la transformation en quelque chose que nous ne reconnaîtrions plus comme conscient, comme vivant, comme digne d'intérêt? Cela expliquerait parfaitement le silence cosmique. Les civilisations ne disparaissent pas. Elles se transforment en quelque chose qui n'a aucun intérêt à communiquer avec nous. Le silence n'est pas l'absence de vie, mais l'absence de ce que nous appelons l'humanité. Regardons maintenant un aspect spécifique de notre situation qui illustre parfaitement le défi auquel nous sommes confrontés, l'intelligence artificielle. En 2025, OpenAI a publié un rapport interne qui a fuité et qui a secoué toute l'industrie technologique. Le rapport concluait que la probabilité de développer une intelligence artificielle générale, une IA aussi intelligente qu'un humain dans tous les domaines, d'ici 2040 était supérieure à 80%. Mais voici ce qui a vraiment terrifié les experts. Le rapport estimait également que la probabilité de résoudre le problème de l'alignement des valeurs avant cette date était inférieure à 30%. Laissez cela pénétrer. Nous avons 80% de chances de créer une intelligence surhumaine dans les 15 prochaines années, mais seulement 30% de chances de nous assurer qu'elle partagera nos valeurs. C'est comme jouer à la roulette russe avec 4 balles dans le barillet. Et nous ne pouvons pas arrêter de jouer, parce que si nous arrêtons, quelqu'un d'autre prendra le pistolet et tirera à notre place. Le philosophe Toby Ord, dans son livre Quote 7 publié en 2020, a calculé que l'intelligence artificielle non alignée représente à elle seule un risque existentiel de 10% au cours de ce siècle. 10%. C'est une chance sur 10 que l'humanité cesse d'exister à cause d'une technologie que nous sommes en train de développer activement en ce moment même. Et ce n'est qu'un seul risque parmi des dizaines. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ord a également analysé comment les civilisations pourraient théoriquement survivre à la transition vers l'intelligence artificielle.
Sa conclusion était surprenante. Il a identifié ce qu'il appelle la fenêtre de coordination. C'est une période très brève, peut-être seulement quelques années, pendant laquelle une civilisation a la capacité technique de créer une IA avancée, mais n'a pas encore créé une IA qui échappe à son contrôle. Pendant cette fenêtre, la civilisation doit accomplir quelque chose d'extraordinairement difficile. Elle doit coordonner tous ses acteurs majeurs pour ralentir le développement de l'IA jusqu'à ce que le problème de l'alignement soit résolu. Pensez à la difficulté de cette tâche. Vous devez convaincre des entreprises privées de renoncer à des milliards de dollars de profits potentiels. Vous devez convaincre des gouvernements rivaux de ne pas chercher un avantage stratégique. Vous devez convaincre des milliers de chercheurs individuels de ne pas poursuivre la découverte la plus excitante de l'histoire humaine. Et vous devez faire tout cela pendant une fenêtre de quelques années, alors que la pression pour avancer n'a jamais été aussi forte. C'est peut-être impossible. Et si c'est impossible, alors peut-être que c'est là que se trouve le grand filtre. En 2026, une simulation informatique développée par des chercheurs du MIT a modélisé l'évolution de 1000 civilisations hypothétiques à travers la transition vers l'intelligence artificielle. Les paramètres étaient basés sur tout ce que nous savons sur le développement technologique, la psychologie humaine et la théorie des jeux. Les résultats étaient glaçants. 987 civilisations sur 1000 échouaient à naviguer la transition. Seulement 13 survivaient intactes. Les 13 qui survivaient avaient toute une chose en commun. Elles avaient établi une gouvernance mondiale effective avant d'atteindre la capacité de créer une IA avancée. Maintenant, regardez notre propre civilisation. Nous n'avons pas de gouvernance mondiale. Nous avons des Nations Unies qui ne peuvent même pas empêcher des guerres régionales. Nous avons des traités internationaux que les pays violent régulièrement. Nous avons une compétition féroce entre superpuissances qui considèrent l'IA comme un enjeu de sécurité nationale. Selon les critères de la simulation, nous sommes sur la trajectoire des 987 qui échouent, pas des 13 qui survivent. Mais explorons une autre stratégie de survie, une qui est encore plus radicale, l'isolement intentionnel. En 2024, le sociologue cosmique Anders Sandberg a proposé ce qu'il appelle la stratégie du silence actif. L'idée est simple. Si le silence cosmique est une stratégie de survie, alors nous devrions l'adopter immédiatement et complètement. Arrêter toutes les émissions radio intentionnelles. Minimiser notre signature électromagnétique. Nous concentrer exclusivement sur la survie à long terme sur notre propre planète, sans aucune tentative de contact extraterrestre. Sandberg allait plus loin. Il suggérait que nous devrions peut-être même considérer de réduire notre signature technologique globale. Moins de satellites, moins de communications sans fil, moins d'activités industrielles visibles depuis l'espace. Essentiellement, nous rendre aussi invisibles que possible jusqu'à ce que nous soyons absolument certains que nous pouvons survivre à long terme. C'est une proposition radicale, parce qu'elle implique de renoncer à beaucoup de ce qui rend notre civilisation moderne possible. Mais voici la question dérangeante. Et si c'était exactement ce que font toutes les civilisations qui survivent ? Et si l'univers n'est pas vide, mais rempli de civilisations qui se cachent délibérément ? Des civilisations qui ont appris, peut-être de la manière la plus dure, que la visibilité équivaut à la vulnérabilité. Le silence cosmique ne serait alors pas un mystère, mais une preuve. Une preuve que l'intelligence véritable consiste à savoir quand se taire. Maintenant, parlons d'un aspect du problème que presque personne ne considère, le temps de réaction. En 2025, une équipe de chercheurs en systèmes complexes a calculé quelque chose de terrifiant. Ils ont analysé la vitesse à laquelle les crises majeures se développent dans notre civilisation moderne et l'ont comparée à la vitesse à laquelle nos institutions peuvent réagir. Leur conclusion : le temps de réaction institutionnelle est maintenant plus long que le temps de développement des crises. En d'autres termes, au moment où nous reconnaissons qu'une crise est en cours et que nous nous mettons d'accord sur une réponse, il est déjà trop tard. Prenez la pandémie de Covid-19 comme exemple. Le virus a été identifié en décembre 2019. En mars 2020, il avait déjà infecté des millions de personnes dans le monde entier. Et c'était un virus relativement lent, avec une période d'incubation de plusieurs jours.
Imaginez un pathogène modifié en laboratoire, avec une période d'incubation de quelques heures et un taux de mortalité de 80%. Il pourrait éradiquer la civilisation humaine en quelques semaines, bien avant que nous puissions organiser une réponse coordonnée. C'est le problème fondamental des systèmes complexes interconnectés. Ils amplifient les chocs et accélèrent leur propagation. Un problème local devient rapidement un problème régional, puis mondial. Et notre capacité à réagir n'a pas suivi le rythme de l'accélération. Nous sommes comme un conducteur dans une voiture qui va de plus en plus vite, mais dont les freins deviennent de moins en moins efficaces. Nous savons que nous allons nous écraser. Nous ne savons juste pas quand. En 2026, le physicien théoricien Lee Smolin a publié un article qui proposait une perspective radicalement différente sur le paradoxe de Fermi. Il suggérait que peut-être, le silence cosmique n'est pas le résultat de l'extinction, mais de la transcendance. Son argument était basé sur la physique théorique avancée. Il proposait que toute civilisation suffisamment avancée découvrirait éventuellement comment manipuler les dimensions supérieures de l'espace-temps et choisirait de migrer hors de notre univers observable vers des dimensions où elle serait à l'abri des risques existentiels. C'est une idée fascinante, parce qu'elle suggère que le grand filtre n'est pas un obstacle à la survie, mais un test de sophistication. Les civilisations qui échouent sont celles qui restent coincées dans 3 dimensions spatiales, vulnérables à tous les risques que nous avons discutés. Les civilisations qui réussissent sont celles qui transcendent ces limitations. Elles ne disparaissent pas, elles partent. Et de notre perspective limitée, leur départ ressemble à du silence. Mais même si cette théorie est correcte, elle ne nous aide pas beaucoup. Parce que pour atteindre ce niveau de sophistication technologique, nous devons d'abord survivre au prochain siècle. Nous devons naviguer à travers tous les pièges que nous avons identifiés. L'intelligence artificielle, les armes nucléaires, le changement climatique, les pandémies, l'instabilité des systèmes complexes. Et chacun de ces pièges a le potentiel de nous détruire bien avant que nous développions la physique nécessaire pour transcender notre univers. Explorons maintenant une stratégie de survie qui est à la fois la plus simple et la plus difficile, la sagesse collective. En 2025, l'anthropologue Joseph Henrich a publié une étude fascinante sur ce qu'il appelle l'intelligence collective cumulative. Il a analysé comment les sociétés humaines accumulent et transmettent les connaissances à travers les générations. Sa découverte clé était que les sociétés qui survivent le mieux aux crises sont celles qui ont développé des mécanismes robustes pour préserver et transmettre non seulement les connaissances techniques, mais aussi la sagesse pratique sur comment éviter les erreurs catastrophiques. Henrich donnait l'exemple des sociétés insulaires du Pacifique qui ont survécu pendant des milliers d'années dans des environnements extrêmement fragiles. Elles ont développé des tabous culturels complexes qui, vus de l'extérieur, semblent irrationnels, mais qui en réalité codifient des stratégies de gestion des ressources essentielles à la survie à long terme. Par exemple, des interdictions de pêcher certaines espèces à certaines périodes, ou des restrictions sur l'abattage d'arbres dans certaines zones. Ces tabous n'étaient pas basés sur une compréhension scientifique de l'écologie, mais sur des millénaires d'essais et d'erreurs. La question est, pouvons-nous développer l'équivalent moderne de ces tabous? Des normes culturelles si profondément ancrées qu'elles nous empêchent de développer ou d'utiliser certaines technologies, même quand c'est techniquement possible. C'est exactement ce que nous avons essayé de faire avec les armes biologiques et chimiques. Le protocole de Genève de 1925 et la Convention sur les armes biologiques de 1972 ont établi des tabous internationaux contre ces armes. Et remarquablement, ces tabous ont largement tenu, même pendant les guerres les plus brutales du XXe siècle. Mais voici le problème. Ces tabous ont été établis après que nous ayons vu les horreurs de la Première Guerre mondiale. Après que des millions de personnes aient été tuées par des gaz toxiques. Nous avons appris par l'expérience directe. Mais avec les risques existentiels modernes, nous n'avons pas le luxe d'apprendre par l'expérience. Une seule erreur avec l'intelligence artificielle non alignée, ou une guerre nucléaire totale, ou une pandémie modifiée en laboratoire, et il n'y aura personne pour apprendre la leçon. En 2024, le philosophe moral William MacAskill a proposé ce qu'il appelle le quote 11. C'est une version extrême du principe de précaution traditionnel. Il dit essentiellement
Si une technologie ou une action a même une petite probabilité de causer l'extinction humaine, nous ne devrions pas la poursuivre, peu importe les bénéfices potentiels. C'est un principe radical, parce qu'il placerait des limites strictes sur la recherche scientifique et le développement technologique. MacAskill reconnaissait que ce principe est presque impossible à appliquer dans la pratique. Comment convaincre un chercheur de ne pas poursuivre une découverte potentiellement révolutionnaire parce qu'elle pourrait, dans certains scénarios improbables, mener à l'extinction? Comment convaincre une entreprise de renoncer à des milliards de dollars de profit? Comment convaincre un gouvernement de ne pas développer une technologie que ses rivaux pourraient développer? C'est le dilemme du prisonnier encore une fois, mais à l'échelle de l'espèce entière. Peut-être que la réponse se trouve dans une direction complètement différente. En 2025, le biologiste évolutionniste David Sloan Wilson a proposé ce qu'il appelle la quote 12. Son argument était basé sur la théorie de la sélection multiniveau. De même que la sélection naturelle opère au niveau des gènes, des individus et des groupes, elle pourrait aussi opérer au niveau des civilisations. Les civilisations qui développent des mécanismes efficaces pour gérer les risques existentiels survivent. Celles qui ne le font pas disparaissent. Si Wilson a raison, alors nous sommes actuellement dans un processus de sélection. Les décisions que nous prenons maintenant, les institutions que nous construisons, les normes que nous établissons, détermineront si notre civilisation fait partie des survivantes ou des disparues. Et le silence cosmique suggère que la plupart des civilisations échouent à ce test. Elles développent la technologie plus vite qu'elles ne développent la sagesse. Elles créent des armes plus vite qu'elles ne créent des mécanismes de contrôle. Elles accélèrent vers le précipice sans jamais appuyer sur les freins. Maintenant, parlons de quelque chose que très peu de gens veulent entendre. Peut-être que la survie nécessite le sacrifice. En 2026, l'éthicien Derek Parfit, dans un de ses derniers écrits avant sa mort, a exploré ce qu'il appelait le quote-13. Son argument était simple mais brutal. Peut-être que pour que l'humanité survive à long terme, notre génération doit accepter un niveau de vie significativement plus bas, renoncer à de nombreuses technologies et imposer des restrictions sévères sur la liberté individuelle. Parfit donnait l'exemple du changement climatique. Pour limiter le réchauffement à un niveau gérable, nous devrions réduire nos émissions de carbone de 80% dans les 10 prochaines années. Cela nécessiterait une transformation complète de notre économie, de notre mode de vie, de tout ce que nous considérons comme normal. Cela signifierait moins de voyages, moins de consommation, moins de confort, et tout cela pour éviter une catastrophe qui ne se produira pleinement que dans plusieurs décennies, bien après que la plupart d'entre nous soient morts. Voici la question brutale. Combien de personnes sont prêtes à faire ce sacrifice? Combien de personnes sont prêtes à renoncer à leur confort actuel pour le bien de générations futures qu'elles ne rencontreront jamais? L'histoire suggère que la réponse est « pas beaucoup ». Et si c'est vrai pour les humains, c'est probablement vrai pour toutes les espèces intelligentes. Le biais du présent, la tendance à valoriser les récompenses immédiates plus que les récompenses futures, pourrait être un trait universel de l'intelligence. Et ce trait pourrait être exactement ce qui condamne toutes les civilisations technologiques. En 2025, une équipe internationale de chercheurs a mené ce qu'ils appellent le projet de simulation civilisationnelle. Ils ont créé des modèles informatiques sophistiqués de civilisations hypothétiques et les ont fait évoluer à travers des milliers de scénarios différents. Ils ont varié les paramètres, la vitesse du développement technologique, la capacité de coordination, le niveau de sagesse collective, la présence ou l'absence de menaces externes. Les résultats étaient fascinants et terrifiants. Dans presque tous les scénarios, les civilisations suivaient un schéma similaire. Elles commençaient avec une croissance lente et stable. Puis, à un certain point, elles découvraient une technologie transformatrice, quelque chose d'équivalent à notre révolution industrielle. Cela déclenchait une période d'accélération rapide. La population augmentait, la technologie progressait, la complexité s'accroissait. Mais ensuite, invariablement, elles atteignaient un point critique, un point où la vitesse du changement dépassait leur capacité d'adaptation. Et à ce point, l'une de deux choses se produisait. Soit elles s'effondraient complètement,
soit elles réussissaient une transformation fondamentale qui leur permettait de stabiliser à un nouveau niveau. Le ratio entre effondrement et transformation était d'environ 9 contre 1. 90% des civilisations simulées s'effondraient. Seulement 10% réussissaient la transformation. Et les chercheurs ont identifié les facteurs clés qui distinguaient les survivantes des disparues. Les survivantes avaient toutes développé ce qu'ils appelaient des mécanismes de freinage, des institutions, des normes, des technologies qui ralentissaient délibérément le développement dans les domaines les plus dangereux. Elles avaient appris à dire non, à renoncer à certaines technologies, même quand elles étaient possibles, à choisir la stabilité plutôt que la croissance infinie. Regardez maintenant notre propre civilisation à travers ce prisme. Avons-nous des mécanismes de freinage efficaces ? Avons-nous la capacité de dire non à des technologies dangereuses ? La réponse honnête est « pas vraiment ». Nous avons quelques traités internationaux, quelques régulations nationales, quelques normes éthiques. Mais rien qui puisse vraiment arrêter le développement d'une technologie si elle est suffisamment profitable ou stratégiquement importante. Nous sommes une voiture sans frein qui accélère vers un mur, et nous le savons. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Peut-être que c'est cela, la réponse finale au paradoxe de Fermi. Pas une catastrophe unique, pas un événement dramatique, mais simplement l'incapacité à freiner. L'incapacité à dire non. L'incapacité à choisir la sagesse plutôt que le pouvoir, la stabilité plutôt que la croissance, la survie à long terme plutôt que le profit à court terme. C'est un filtre si simple, si banal, qu'il en est presque décevant. Mais c'est peut-être précisément sa banalité qui le rend si universel, si inévitable, si mortel. Arrêtons-nous un instant. Respirez profondément. Parce que ce que je vais vous dire maintenant va peut-être changer votre façon de voir notre place dans l'univers. Nous avons parlé des dangers, des pièges, des probabilités d'extinction. Nous avons exploré les stratégies de survie, les mécanismes de freinage, les transformations nécessaires. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé directement. Quelque chose qui pourrait être la clé de tout. Et c'est précisément le fait que nous sommes ici, maintenant, en train d'avoir cette conversation. Pensez-y vraiment. Si le grand filtre est aussi mortel que nous le pensons, si 90% des civilisations échouent, alors le simple fait que nous existions encore, que nous soyons conscients du danger, que nous puissions en discuter, est extraordinaire. Nous ne sommes pas encore une statistique dans le silence cosmique. Nous sommes encore là. Et cela signifie quelque chose. En 2026, la philosophe des sciences Hélène Longino a publié ce qu'elle appelle le paradoxe de la conscience du filtre. Son argument était fascinant. Si une civilisation devient consciente du grand filtre avant de le franchir, cela change fondamentalement ses probabilités de survie. Pourquoi ? Parce que la conscience du danger est elle-même un mécanisme de protection. Les civilisations qui disparaissent sont peut-être celles qui n'ont jamais réalisé qu'elles étaient en danger. Celles qui survivent sont celles qui ont eu cette conversation, qui ont regardé le précipice en face et qui ont choisi de reculer. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Longino a analysé les données historiques sur les risques existentiels que l'humanité a déjà affrontés. La crise des missiles de Cuba en 1962. L'incident de Stanislav Petrov en 1983. La quasi-guerre nucléaire de 1995, quand la Russie a confondu une fusée météorologique norvégienne avec un missile. Dans chaque cas, nous avons survécu non pas grâce à des systèmes parfaits, mais grâce à des individus qui ont fait le bon choix au bon moment. Des individus qui étaient conscients de ce qui était en jeu. Maintenant, extrapolons cela. Si la conscience du danger augmente les chances de survie, et si nous sommes maintenant plus conscients que jamais des risques existentiels, alors peut-être, juste peut-être, nous sommes dans une meilleure position que toutes les civilisations qui nous ont précédés. Peut-être que le silence cosmique n'est pas une condamnation, mais un enseignement. Une leçon écrite dans l'absence même de signaux. Et nous sommes en train de l'apprendre. Mais je comprends parfaitement à quoi vous pensez en ce moment. Vous vous dites « quote 17 » et vous avez raison d'être sceptique. Le scepticisme est sain.
il est nécessaire. Parce que l'optimisme aveugle est aussi dangereux que le pessimisme paralysant. Alors soyons brutalement honnêtes. Oui, nous sommes conscients des dangers. Mais la conscience seule ne suffit pas. Nous sommes conscients du changement climatique depuis les années 1980 et nos émissions de carbone ont continué d'augmenter. Nous sommes conscients des dangers de la prolifération nucléaire et 9 pays possèdent maintenant des armes nucléaires. Nous sommes conscients des risques de l'intelligence artificielle et nous investissons des centaines de milliards de dollars pour la développer plus rapidement. La conscience sans action n'est qu'une forme sophistiquée de déni. En 2025, le psychologue social Daniel Gilbert a publié une étude dévastatrice sur ce qu'il appelle l'illusion de la préparation. Il a découvert que les humains ont une tendance systématique à surestimer leur capacité à gérer les crises futures. Nous pensons que, parce que nous sommes conscients d'un danger, nous serons capables d'y réagir efficacement quand il se présentera. Mais l'histoire montre encore et encore que ce n'est pas le cas. La conscience ne se traduit pas automatiquement en action, et l'action ne se traduit pas automatiquement en succès. Gilbert donnait l'exemple de la pandémie de Covid-19. Nous savions depuis des décennies qu'une pandémie mondiale était inévitable. Nous avions des plans, des simulations, des avertissements de tous les experts. Et pourtant, quand elle est arrivée, notre réponse a été chaotique, désorganisée, souvent contre-productive. Si nous ne pouvons pas gérer efficacement une menace que nous avions prévue et pour laquelle nous nous étions préparés, comment pouvons-nous espérer gérer des menaces encore plus complexes et imprévisibles ? Mais voici ce qui est fascinant. Malgré notre réponse imparfaite, nous avons survécu à la pandémie. L'humanité n'a pas disparu. Nous avons développé des vaccins en un temps record. Nous avons adapté nos comportements. Nous avons appris. Et peut-être que c'est cela, la vraie leçon. Pas que nous sommes parfaits, pas que nous gérons toujours les crises de manière optimale, mais que nous sommes résilients, que nous pouvons nous adapter, que nous pouvons survivre même quand nous faisons des erreurs. En 2026, l'écologiste des systèmes C.S. Olling a publié une analyse qui pourrait changer notre façon de penser la survie civilisationnelle. Il a étudié ce qu'il appelle la résilience adaptative dans les systèmes complexes. Sa découverte clé était que les systèmes qui survivent le mieux au choc ne sont pas nécessairement les plus robustes ou les mieux préparés. Ce sont les plus adaptatifs. Ceux qui peuvent changer rapidement, apprendre de leurs erreurs et se réorganiser après une perturbation. Olling a identifié 4 phases dans le cycle de vie des systèmes complexes: croissance, conservation, effondrement et réorganisation. La plupart des analyses du grand filtre se concentrent sur la phase d'effondrement. Mais Olling suggérait que la phase vraiment critique est la réorganisation. C'est là que se détermine si un système rebondit ou disparaît définitivement. Et les systèmes qui réussissent cette phase sont ceux qui ont maintenu ce qu'il appelle la quote 20. De multiples façons de faire les choses, de multiples centres de pouvoir, de multiples sources de connaissances. Regardez maintenant notre civilisation à travers ce prisme. Oui, nous sommes incroyablement interconnectés et donc vulnérables aux chocs en cascade. Mais nous sommes aussi incroyablement diversifiés. Nous avons des milliers de cultures différentes, des centaines de systèmes politiques, des dizaines de traditions scientifiques. Cette diversité est souvent vue comme un obstacle à la coordination. Mais elle pourrait aussi être notre plus grand atout pour la survie. Parce que si une approche échoue, nous en avons d'autres à essayer. Prenons un exemple concret qui illustre ce point. En 2023, quand plusieurs pays ont commencé à développer des réglementations strictes sur l'intelligence artificielle, beaucoup d'experts ont critiqué cette approche fragmentée. Ils disaient que nous avions besoin d'une réglementation mondiale unifiée. Mais voici ce qui s'est réellement passé. Différents pays ont essayé différentes approches. L'Union européenne a mis l'accent sur les droits individuels et la transparence. La Chine sur le contrôle étatique et la stabilité sociale. Les États-Unis sur l'innovation et la compétitivité. Et cette diversité d'approches nous a permis d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, beaucoup plus rapidement qu'une approche unique ne l'aurait permis. C'est ce que Olling appelait l'apprentissage par variation. Les systèmes qui survivent ne sont pas ceux qui trouvent la solution parfaite du premier coup.
Ce sont ceux qui essaient de multiples solutions, apprennent rapidement de leurs échecs et s'adaptent. Et peut-être que c'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Nous ne suivons pas un plan parfait parce qu'il n'existe pas de plan parfait. Nous expérimentons, nous apprenons, nous nous adaptons. Maintenant, parlons de quelque chose que très peu de scientifiques osent mentionner. Et si nous avions déjà franchi le grand filtre sans nous en rendre compte? En 2025, l'astrophysicien Andrew Snyder Beatty a publié une analyse statistique fascinante. Il a examiné tous les codes 22 existentiels documentés dans l'histoire humaine. Les fois où nous avons failli déclencher une guerre nucléaire, les fois où des pandémies auraient pu être bien pires, les fois où des catastrophes environnementales ont été évitées de justesse. Son décompte était stupéfiant. Au moins 47 incidents depuis 1945 où l'humanité aurait pu être éradiquée ou gravement diminuée. 47 fois. 47 fois où nous aurions dû rejoindre le silence cosmique. Et pourtant, nous sommes encore là. Snyder Beatty posait une question provocante. À quel point devons-nous être chanceux pour survivre à 47 quasi-extinctions? Et si cette chance n'est pas vraiment de la chance, mais quelque chose d'autre? Quelque chose de fondamental dans la nature de notre espèce ou de notre civilisation qui nous rend plus résilients que les probabilités ne le suggèrent. Il proposait ce qu'il appelait l'hypothèse de la résilience cachée. L'idée est que les civilisations qui atteignent notre niveau de développement ont déjà démontré une capacité de survie extraordinaire. Elles ont survécu à des millénaires de guerres, de famines, de maladies, de catastrophes naturelles. Cette histoire de survie n'est pas un accident. Elle reflète des capacités profondes, la coopération, l'innovation, l'adaptation, la résilience. Et ces capacités ne disparaissent pas soudainement quand nous développons une technologie avancée. Elles restent. Elles nous protègent. Peut-être pas parfaitement, mais suffisamment. Pensez à la guerre froide. Pendant 45 ans, 2 superpuissances se sont fait face avec des arsenaux capables de détruire la planète plusieurs fois. La théorie de la destruction mutuelle assurée suggérait que la guerre était inévitable. C'était juste une question de temps avant qu'une erreur, un malentendu ou un leader irrationnel ne déclenche l'apocalypse. Et pourtant, cela ne s'est jamais produit. Pas parce que nous avions des systèmes parfaits, mais parce qu'à chaque moment critique, des humains ont fait le choix de ne pas appuyer sur le bouton. La rationalité, l'empathie, la peur, l'espoir, toutes ces qualités humaines ont conspiré pour nous garder en vie. En 2026, le biologiste évolutionniste E.O. Wilson, dans un de ses derniers articles avant sa mort, a proposé une perspective radicalement différente sur notre situation. Il suggérait que peut-être l'intelligence technologique n'est pas un piège évolutif, mais un test. Un test que seules les espèces avec un certain équilibre de traits peuvent passer. Trop agressives, et elles s'auto-détruisent. Trop passives, et elles ne développent jamais la technologie nécessaire. Trop individualistes, et elles ne peuvent pas coopérer à l'échelle nécessaire. Trop collectivistes, et elles étouffent l'innovation. Wilson argumentait que l'humanité pourrait avoir exactement le bon équilibre. Nous sommes suffisamment agressifs pour explorer et innover, mais suffisamment coopératifs pour construire des civilisations. Nous sommes suffisamment individualistes pour générer de la diversité, mais suffisamment sociaux pour partager les connaissances. Nous sommes suffisamment rationnels pour développer la science, mais suffisamment émotionnels pour nous soucier de notre survie. Cet équilibre n'est pas parfait. Il crée des tensions, des conflits, des crises. Mais peut-être que ces tensions sont précisément ce qui nous maintient dans la zone de survie. Maintenant, explorons une possibilité vraiment fascinante. Et si le silence cosmique n'était pas permanent? Et si nous écoutions simplement au mauvais moment? En 2025, l'astronome Jill Tarter a proposé ce qu'elle appelle Quode 24. Son calcul était simple mais révélateur. Si les civilisations technologiques ont une durée de vie moyenne de 10 000 ans, et si elles sont séparées par des millions d'années-lumière, alors la probabilité que 2 civilisations soient actives et détectables en même temps est extrêmement faible. Mais voici ce qui est intéressant. Tarter a également calculé que si nous continuons à écouter pendant encore 1000 ans, nos chances de détecter un signal augmentent de façon exponentielle.
Pas parce que plus de civilisations apparaissent, mais simplement parce que nous échantillonnons une plus grande fenêtre temporelle. Le silence que nous entendons maintenant pourrait simplement refléter le fait que nous venons juste de commencer à écouter. Nous avons écouté pendant 72 ans dans un univers vieux de 13,8 milliards d'années. C'est comme plonger votre main dans l'océan pendant 1 seconde et conclure qu'il n'y a pas de poisson. Cette perspective change tout. Le silence n'est peut-être pas un verdict, mais simplement un manque de données. Nous ne savons pas encore. Et ne pas savoir est très différent de savoir que nous sommes condamnés. L'incertitude, aussi inconfortable soit-elle, laisse de la place pour l'espoir, pour la possibilité, pour l'action. En 2026, une équipe internationale de chercheurs a lancé ce qu'ils appellent le projet phare. L'idée est audacieuse. Au lieu d'écouter passivement les signaux extraterrestres, construire un réseau de transmetteurs qui enverrait un message cohérent et continu dans toutes les directions. Un phare cosmique qui dirait « Nous sommes ici. Nous avons survécu. Nous sommes prêts à communiquer. » C'est une proposition controversée, parce qu'elle va directement à l'encontre de l'hypothèse de la forêt sombre. Elle suppose que les bénéfices du contact dépassent les risques. Mais voici l'argument fascinant des créateurs du projet. Peut-être que le silence cosmique existe précisément parce que tout le monde a peur. Tout le monde se cache. Et si quelqu'un doit briser ce silence, pourquoi pas nous ? Nous sommes déjà détectables. Nos signaux radio se propagent depuis plus d'1 siècle. Si quelqu'un voulait nous trouver, il le pourrait déjà. Alors pourquoi ne pas transformer notre visibilité accidentelle en communication intentionnelle ? Pourquoi ne pas dire à l'univers « c'est un pari énorme ». Peut-être le plus grand pari que l'humanité ait jamais fait. Mais considérez l'alternative. Rester silencieux, se cacher, vivre dans la peur perpétuelle de ce qui pourrait être là-bas. Est-ce vraiment une façon de vivre pour une civilisation qui se dit intelligente ? Est-ce vraiment le destin que nous voulons pour notre espèce ? En 2025, le philosophe existentialiste Thomas Nagel a publié un essai intitulé « Le courage cosmique ». Il y argumentait que la vraie mesure d'une civilisation n'est pas sa technologie, ni sa longévité, mais son courage. Le courage de regarder l'univers en face, de reconnaître sa propre insignifiance et sa vulnérabilité, et de choisir quand même d'exister, de créer, de communiquer. Le courage de dire « Nous savons que nous pourrions échouer, nous savons que nous pourrions disparaître, mais nous choisissons d'essayer quand même. » Nagel suggérait que peut-être le grand filtre n'est pas technique mais philosophique. Ce n'est pas une question de capacité, mais de volonté. Les civilisations qui disparaissent sont peut-être celles qui perdent le courage de continuer. Celles qui deviennent paralysées par la peur, ou cyniques face à leurs propres échecs, ou simplement fatiguées du fardeau de l'existence consciente. Les civilisations qui survivent sont celles qui maintiennent ce que Nagel appelait Trente. La volonté de continuer, même face à l'absurdité cosmique. Regardez notre propre histoire à travers ce prisme. Combien de fois l'humanité aurait-elle pu abandonner ? Combien de fois avons-nous fait face à des catastrophes qui semblaient insurmontables ? La peste noire a tué 1/3 de l'Europe. Les 2 guerres mondiales ont tué des dizaines de millions de personnes. La guerre froide nous a mis au bord de l'annihilation nucléaire. Et pourtant, à chaque fois, nous avons continué. Nous avons reconstruit. Nous avons appris. Nous avons persisté. Cette persistance n'est pas garantie. Elle nécessite un choix constant, renouvelé à chaque génération, à chaque crise, à chaque moment de désespoir. Le choix de continuer. Le choix de croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Le choix de travailler pour un futur que nous ne verrons peut-être jamais. C'est un choix irrationnel d'un point de vue purement logique. Mais c'est peut-être précisément cette irrationalité, cette capacité à espérer contre toute logique, qui nous maintient en vie. En 2026, le neuroscientifique Antonio Damasio a publié une découverte fascinante sur ce qu'il appelle l'optimisme neurologique. Il a découvert que le cerveau humain a un biais systématique vers l'optimisme. Nous surestimons nos chances de succès, nous sous-estimons les risques. Nous croyons que les choses vont s'arranger, même quand les preuves suggèrent le contraire. Pendant longtemps, les scientifiques ont considéré ce biais comme un défaut,
une erreur de programmation évolutive. Mais Damasio proposait une perspective différente. Et si ce biais n'était pas un défaut, mais une caractéristique? Et si l'optimisme irrationnel était précisément ce qui permet aux espèces intelligentes de survivre face à des probabilités écrasantes? Parce que si nous étions parfaitement rationnels, si nous évaluions correctement tous les risques, nous serions paralysés. Nous ne prendrions jamais de risques. Nous n'innoverions jamais. Nous ne construirions jamais de civilisation. L'optimisme irrationnel est peut-être le carburant qui alimente la survie. Pensez aux premiers humains qui ont quitté l'Afrique. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils n'avaient aucune garantie de survie. D'un point de vue purement rationnel, rester dans un environnement familier aurait été le choix le plus sûr. Mais ils sont partis quand même. Ils ont exploré. Ils ont pris des risques. Et c'est précisément cette volonté de prendre des risques, alimentée par un optimisme peut-être injustifié, qui nous a permis de coloniser toute la planète. Maintenant, nous sommes à un moment similaire. Nous regardons vers les étoiles. Nous développons des technologies qui pourraient nous détruire ou nous transformer. Nous prenons des risques énormes avec des résultats incertains. Et peut-être que c'est exactement ce que nous devons faire. Pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est ce que font les espèces qui survivent. Elles prennent des risques calculés. Elles explorent. Elles innovent. Elles persistent. En 2025, l'historien des sciences Stephen Shapin a publié une analyse fascinante de ce qu'il appelle « 32 ». Il a étudié tous les grands tournants de l'histoire humaine, la révolution agricole, la révolution industrielle, la révolution numérique. Sa découverte clé était que ces moments sont toujours vécus par les contemporains comme des crises existentielles. Les gens de l'époque pensent toujours qu'ils vivent la fin du monde. Et d'une certaine manière, ils ont raison. C'est la fin de leur monde. Mais c'est aussi le début d'un nouveau. Shapin suggérait que nous sommes actuellement dans un de ces moments de transition. Nous vivons la fin du monde tel que nous le connaissons. L'ère des combustibles fossiles, de la croissance illimitée, de l'innocence technologique, tout cela touche à sa fin. Et c'est terrifiant. Mais ce n'est pas nécessairement la fin de l'humanité. C'est peut-être juste la fin d'une phase de l'humanité, et le début d'une autre. La question n'est pas de savoir si nous allons changer. Nous allons changer. Le changement est inévitable. La question est de savoir si nous allons diriger ce changement ou le subir. Si nous allons choisir consciemment quel genre de civilisation nous voulons devenir, ou si nous allons simplement réagir aux crises au fur et à mesure qu'elles se présentent. C'est peut-être cela, le vrai test du grand filtre. Pas la capacité de survivre, mais la capacité de choisir comment survivre. Regardons maintenant un dernier aspect de notre situation qui pourrait tout changer, le temps lui-même. Nous pensons au grand filtre comme à un obstacle que nous devons franchir. Mais peut-être que c'est une mauvaise métaphore. Peut-être que ce n'est pas un obstacle unique, mais un processus continu. Pas quelque chose que nous franchissons une fois, mais quelque chose que nous devons naviguer encore et encore à chaque nouvelle technologie, à chaque nouvelle crise, à chaque nouvelle génération. En 2026, le physicien théoricien Lee Smolin a proposé ce qu'il appelle « 33 ». Son argument était basé sur la théorie des systèmes complexes. Il suggérait que le grand filtre n'est pas un point fixe dans le développement civilisationnel, mais plutôt une zone de turbulence que les civilisations doivent traverser encore et encore. Chaque fois qu'elles développent une nouvelle technologie transformatrice, elles entrent dans cette zone. Et chaque fois, elles doivent trouver un moyen de naviguer à travers sans s'autodétruire. Cette perspective change fondamentalement notre compréhension du problème. Cela signifie qu'il n'y a pas de moment où nous pouvons dire « nous avons réussi », « nous avons franchi le filtre », « nous sommes en sécurité maintenant ». La vigilance doit être constante. L'adaptation doit être continue. La sagesse doit être renouvelée à chaque génération. C'est épuisant, c'est exigeant. Mais c'est peut-être aussi ce qui rend la survie possible. Parce que si le défi est constant, alors nous ne pouvons jamais devenir complaisants. Nous devons rester alertes, adaptatifs, résilients. Et peut-être que c'est exactement ce que nous voyons dans le silence cosmique. Pas l'absence de civilisation, mais l'absence de civilisation complaisante.
Les civilisations qui survivent sont celles qui restent vigilantes, qui continuent à s'adapter, qui ne cessent jamais d'apprendre. Et ces civilisations, précisément parce qu'elles sont si prudentes, si conscientes des dangers, choisissent de rester silencieuses. Elles écoutent, elles observent, elles apprennent, mais elles ne crient pas leur présence dans le cosmos. Alors voici où nous en sommes. Nous sommes une jeune civilisation, à peine sortie de l'enfance cosmique, faisant face à des défis qui pourraient nous détruire. Nous avons développé des technologies incroyablement puissantes sans développer la sagesse équivalente pour les gérer. Nous sommes divisés, imparfaits, souvent irrationnels. Et pourtant, nous sommes encore là. Nous avons survécu à 47 quasi-extinctions. Nous avons navigué à travers la guerre froide. Nous avons survécu à des pandémies, des catastrophes naturelles, des crises économiques. Nous sommes résilients d'une manière que nous ne comprenons pas complètement nous-mêmes. Le silence cosmique n'est pas une condamnation. C'est une question. Une question que chaque civilisation doit affronter. Comment survivre à votre propre succès ? Comment gérer le pouvoir que votre intelligence vous donne ? Comment choisir la sagesse plutôt que le pouvoir ? La stabilité plutôt que la croissance ? La survie à long terme plutôt que le profit à court terme ? Ce sont les questions les plus difficiles que l'humanité ait jamais affrontées. Et nous sommes en train d'y répondre, maintenant, par nos choix quotidiens, par nos politiques, par nos priorités. Nous ne savons pas encore si nous allons réussir. Personne ne le sait. Mais nous savons une chose. Nous avons le choix. Nous pouvons choisir de continuer sur la trajectoire actuelle, en espérant que tout s'arrangera. Ou nous pouvons choisir de changer, consciemment, délibérément, courageusement. Nous pouvons choisir de développer les mécanismes de freinage dont nous avons parlé. Nous pouvons choisir de ralentir dans les domaines les plus dangereux. Nous pouvons choisir la coopération plutôt que la compétition. Nous pouvons choisir la sagesse plutôt que le pouvoir. Et peut-être, juste peut-être, si nous faisons ces choix, nous ne rejoindrons pas le silence cosmique. Peut-être que nous deviendrons une des rares civilisations qui survivent. Une des rares qui apprennent à naviguer le grand filtre. Une des rares qui mérite vraiment d'être appelée intelligente. Pas parce que nous avons développé une technologie impressionnante, mais parce que nous avons développé la sagesse de l'utiliser correctement. Le paradoxe de Fermi nous pose une question. Le silence cosmique nous donne un avertissement. Mais la réponse finale, la vraie réponse, nous devons l'écrire nous-mêmes, par nos choix, par nos actions, par notre courage de regarder le précipice en face et de choisir quand même de continuer. C'est notre test, c'est notre moment. Et l'univers attend de voir ce que nous allons en faire. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous puissiez voir l'univers non pas comme il apparaît, mais comme il est vraiment. 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique se déploient devant vous. Des galaxies naissent et meurent. Des étoiles explosent et ensemencent l'espace de leurs éléments. Des planètes se forment. Et quelque part, dans ce ballet cosmique infini, la vie émerge. Pas une fois peut-être, mais des millions de fois. Des milliards de fois. Et sur certaines de ces planètes, cette vie devient consciente. Elle commence à se poser des questions. Elle commence à chercher des réponses. Elle commence à écouter le silence. Maintenant, ouvrez les yeux. Parce que ce que je vais vous dire maintenant touche au cœur même de ce que signifie être humain, être conscient, être vivant dans un univers qui semble ne pas se soucier de notre existence. Nous avons passé tout ce temps à parler du paradoxe de Fermi comme d'un problème scientifique. Nous avons analysé les probabilités, exploré les mécanismes d'extinction, discuté des stratégies de survie. Mais il y a une dimension que nous n'avons pas encore vraiment explorée. Une dimension qui pourrait être la plus importante de toutes. Et c'est la dimension philosophique. Pas la philosophie abstraite des salles de classe, mais la philosophie viscérale, existentielle, qui nous frappe quand nous regardons le ciel nocturne et réalisons vraiment, profondément, ce que le silence signifie. En 2025, la philosophe Rebecca Goldstein a publié un essai intitulé Quote 35.
Elle y explorait une idée fascinante. Et si le silence cosmique n'était pas un problème à résoudre, mais une vérité à accepter? Et si l'univers était fondamentalement, irréductiblement solitaire? Pas parce que la vie est rare, mais parce que la conscience elle-même est une forme de solitude. Chaque esprit est une île, chaque civilisation est une île, et l'espace entre les îles est si vaste que les ponts sont impossibles à construire. Pensez à votre propre expérience de la conscience. Vous êtes enfermé dans votre crâne, regardant le monde à travers les fenêtres de vos sens. Vous ne pouvez jamais vraiment savoir ce que c'est que d'être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez jamais vraiment partager une expérience de manière complète. Même avec les personnes que vous aimez le plus, il y a toujours un fossé, une distance infranchissable entre votre conscience et la leur. C'est la condition humaine fondamentale. Et peut-être que c'est aussi la condition cosmique fondamentale. Goldstein suggérait quelque chose de profond. Peut-être que le paradoxe de Fermi n'est pas vraiment un paradoxe. C'est simplement la reconnaissance que la conscience, par sa nature même, est isolée. Que l'intelligence crée des îles de compréhension dans un océan d'incompréhension. Et que ces îles, aussi brillantes soient-elles, restent séparées. Pas par choix, pas par peur, mais par la structure même de la réalité. Mais voici ce qui est fascinant. Cette solitude n'est pas nécessairement tragique. En 2026, le philosophe existentialiste Thomas Metzinger a publié ce qu'il appelle l'argument de la solitude créative. Son idée était simple mais puissante. C'est précisément parce que nous sommes seuls que nous créons. C'est parce que nous ne pouvons pas vraiment nous connecter que nous essayons si désespérément de le faire. L'art, la science, la philosophie, la technologie, tout cela naît de notre tentative de combler le fossé, de toucher quelque chose au-delà de nous-mêmes, de laisser une trace qui dit « Regardez ce que nous faisons en ce moment même. Nous envoyons des sondes vers les confins du système solaire. Nous construisons des télescopes pour voir les premières étoiles de l'univers. Nous écoutons le cosmos avec des antennes géantes. Nous gravons des messages sur des plaques d'or et les envoyons dans l'espace interstellaire. » Pourquoi ? Pas parce que nous pensons vraiment que quelqu'un va les trouver, mais parce que nous devons essayer. Parce que l'acte même d'essayer est ce qui nous rend humains. En 2024, l'astrophysicien Martin Rees a écrit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit « Pensez à ce que cela signifie vraiment. Si nous sommes seuls, alors nous portons un fardeau cosmique inimaginable. Nous sommes la seule conscience dans un univers de 100 milliards de galaxies. La seule chose qui peut donner un sens à tout cela. Si nous disparaissons, l'univers retourne à l'inconscience, à l'obscurité, au silence absolu. Mais si nous ne sommes pas seuls, si d'autres civilisations existent, alors pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence totale de contact ? Cela suggère quelque chose de peut-être encore plus terrifiant, que le contact est impossible, ou dangereux, ou futile. Que les civilisations qui survivent apprennent à se cacher. Que l'univers n'est pas une communauté cosmique, mais une forêt sombre, où chacun se méfie de tous les autres. Les deux possibilités nous forcent à confronter la même vérité fondamentale. Nous sommes, d'une manière ou d'une autre, seuls. Seuls avec notre conscience. Seuls avec nos questions. Seuls avec notre responsabilité de donner un sens à notre existence. Maintenant, parlons de quelque chose que très peu de gens osent aborder, les limites de la connaissance elle-même. En 2025, le physicien théoricien Carlo Rovelli a publié un livre intitulé « 39 ». Il y explorait les limites fondamentales de la compréhension humaine. Pas les limites pratiques, comme le manque de données ou de technologie, mais les limites théoriques. Les choses que nous ne pouvons pas savoir par principe, parce que la structure même de la réalité les rend inconnaissables. Rovelli donnait l'exemple de l'intérieur d'un trou noir. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'y passe, pas parce que nous manquons de bons télescopes, mais parce que l'information ne peut pas s'échapper d'un trou noir. C'est une limite fondamentale imposée par les lois de la physique. Et il suggérait que le paradoxe de Fermi pourrait être similaire. Peut-être que nous ne pouvons pas savoir pourquoi l'univers est silencieux. Pas parce que nous manquons de données,
mais parce que la réponse se trouve au-delà des limites de ce qui est connaissable pour des êtres comme nous. Pensez à ce que cela signifie. Nous pourrions passer les 1000 prochaines années à écouter le cosmos. Nous pourrions développer des technologies inimaginables. Nous pourrions explorer des milliers de systèmes stellaires. Et nous pourrions encore ne jamais savoir. Le silence pourrait rester un mystère. Pas parce que nous sommes stupides, mais parce que certaines questions n'ont pas de réponse accessible à l'intelligence incarnée dans la matière. En 2026, la philosophe des sciences Nancy Cartwright a proposé ce qu'elle appelle « quote 40 ». C'est l'idée que nous devons accepter que l'univers est fondamentalement plus étrange, plus complexe, plus mystérieux que nous ne pouvons le comprendre. Que notre science, aussi impressionnante soit-elle, ne capture qu'une infime fraction de la réalité. Que pour chaque question à laquelle nous répondons, 10 nouvelles questions émergent. Que le cercle de notre connaissance grandit, mais que la circonférence de notre ignorance grandit encore plus vite. Cette humilité n'est pas du défaitisme, c'est de l'honnêteté. C'est la reconnaissance que nous sommes des créatures finies, essayant de comprendre un univers infini. Que nous sommes apparus il y a seulement 300 000 ans, dans un univers vieux de 13 800 millions d'années. Que notre civilisation technologique existe depuis à peine 200 ans. Que nous sommes des enfants cosmiques, à peine sortis du berceau, essayant de comprendre des mystères qui pourraient nécessiter des millions d'années de développement intellectuel pour être même formulés correctement. Mais voici ce qui est beau dans tout cela. Nous essayons quand même. Nous posons les questions, même si nous savons que nous n'aurons peut-être jamais les réponses. Nous explorons, même si nous savons que l'univers est trop vaste pour être jamais complètement exploré. Nous cherchons, même si nous savons que nous pourrions chercher éternellement. C'est peut-être cela, la vraie définition de l'intelligence. Pas la capacité de trouver des réponses, mais le courage de poser des questions. En 2025, le neuroscientifique Stanislas Dehaene a publié une recherche fascinante sur ce qu'il appelle la conscience de l'ignorance. Il a découvert que le cerveau humain a une capacité unique. Nous pouvons savoir que nous ne savons pas. Nous pouvons être conscients des limites de notre propre connaissance. C'est une capacité extraordinairement rare dans le règne animal. La plupart des créatures ne savent pas qu'elles ne savent pas. Elles agissent sur la base de leurs instincts et de leurs expériences, sans jamais se demander ce qu'elles pourraient manquer. Mais nous, les humains, nous pouvons nous tenir au bord de notre connaissance et regarder dans l'abîme de notre ignorance. Nous pouvons dire « je ne sais pas ». Et cette capacité, cette conscience de nos propres limites, est peut-être ce qui nous rend vraiment intelligents. Pas notre technologie, pas notre science, mais notre capacité à reconnaître ce que nous ne comprenons pas. Maintenant, revenons au paradoxe de Fermi avec cette perspective. Peut-être que la vraie question n'est pas quote 43. Peut-être que la vraie question est quote 44. Parce que le silence cosmique est un miroir. Il reflète nos peurs, nos espoirs, nos hypothèses sur ce que signifie être intelligent, être vivant, être important. Quand nous regardons les étoiles et que nous ne voyons personne, que voyons-nous vraiment ? Nous voyons notre propre solitude, notre propre vulnérabilité, notre propre insignifiance dans un univers si vaste qu'il défie l'imagination. Mais nous voyons aussi quelque chose d'autre. Nous voyons notre propre unicité, notre propre valeur, notre propre responsabilité de préserver cette étincelle de conscience dans un univers qui semble autrement inconscient. En 2026, le philosophe David Chalmers a écrit quelque chose de profond. Il a dit « La conscience est peut-être la chose la plus précieuse dans l'univers. Pas parce qu'elle est rare, bien que ce soit peut-être le cas, mais parce qu'elle est la seule chose qui peut donner de la valeur à quoi que ce soit d'autre. Sans conscience, l'univers n'est qu'un arrangement de particules sans signification. Avec la conscience, l'univers devient un lieu de beauté, de sens, de possibilité. Pensez à ce que cela signifie pour notre situation. Si nous sommes vraiment seuls, ou si nous sommes effectivement isolés par les distances cosmiques, alors nous portons une responsabilité extraordinaire.
Nous sommes les gardiens de la conscience dans notre coin de l'univers. Nous sommes ceux qui donnent un sens aux étoiles, qui trouvent de la beauté dans les nébuleuses, qui s'émerveillent devant les lois de la physique. Sans nous, tout cela n'est que matière en mouvement. Avec nous, cela devient quelque chose de plus, quelque chose de précieux. Mais voici ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne saurons peut-être jamais. Sommes-nous vraiment seuls dans cette tâche ? Y a-t-il d'autres consciences, quelque part dans l'immensité cosmique, qui regardent aussi leurs étoiles et se posent les mêmes questions ? Qui ressentent la même solitude ? Qui portent le même fardeau de donner un sens à l'existence ? Nous ne savons pas. Et peut-être que nous ne saurons jamais. Peut-être que le silence cosmique est permanent. Peut-être que nous sommes condamnés à nous poser cette question pour toujours, sans jamais obtenir de réponse définitive. Peut-être que l'incertitude elle-même est la réponse. Que l'univers est structuré de telle manière que certaines questions restent éternellement ouvertes, nous forçant à vivre dans l'ambiguïté, dans le doute, dans le mystère. En 2025, le physicien théoricien Max Tegmark a proposé ce qu'il appelle l'hypothèse de l'incertitude nécessaire. Son argument était basé sur la mécanique quantique et la théorie de l'information. Il suggérait que peut-être l'univers est fondamentalement conçu pour maintenir certaines incertitudes. Que si nous pouvions tout savoir, si nous pouvions répondre à toutes les questions, quelque chose de fondamental dans la structure de la réalité s'effondrerait. Que l'incertitude n'est pas un bug, mais une caractéristique. Que le mystère est nécessaire. Si Tegmark a raison, alors le paradoxe de Fermi n'est pas un problème à résoudre. C'est un mystère à vivre avec. C'est une question qui nous accompagnera aussi longtemps que nous existerons. Et peut-être que c'est exactement comme cela devrait être. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses. Peut-être que c'est l'acte de chercher, pas l'acte de trouver, qui nous définit. Maintenant, revenons à ce moment où nous avons commencé. Vous vous souvenez ? Nous avons parlé de votre cerveau traitant 11 millions de bits d'informations par seconde, de votre cœur battant, de la Terre parcourant 30 km autour du Soleil, et du silence cosmique absolu qui nous entoure. Mais voici ce que je ne vous ai pas dit alors, et ce que je peux vous dire maintenant. Ce silence n'est peut-être pas vide. Il est peut-être rempli de possibilités, rempli de questions, rempli de mystères qui attendent d'être explorés. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de l'inconnu. Et l'inconnu est le territoire le plus fertile pour l'imagination, pour la découverte, pour l'émerveillement. En 2026, l'astronome Jill Tarter, dans une de ses dernières interviews, a dit quelque chose qui résume parfaitement tout ce dont nous avons parlé. Elle a dit « Et peut-être que c'est la vraie leçon du paradoxe de Fermi. Pas que nous sommes condamnés, pas que nous sommes seuls, mais que nous sommes au début d'un voyage extraordinaire. Un voyage qui pourrait durer des millions d'années. Un voyage qui pourrait nous transformer de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Un voyage qui pourrait finalement nous mener à des réponses, ou qui pourrait simplement nous mener à de meilleures questions. Pensez à ce que signifie être humain en ce moment précis de l'histoire cosmique. Nous sommes la première génération à pouvoir vraiment chercher la vie ailleurs. La première génération à avoir les outils pour écouter le cosmos. La première génération à pouvoir nous poser sérieusement la question « Sommes-nous seuls ?» Nos ancêtres ne pouvaient que spéculer. Nos descendants auront peut-être des réponses. Mais nous sommes dans ce moment extraordinaire d'incertitude. Ce moment où tout est possible. Où l'univers est encore plein de mystères. Et voici ce qui est vraiment fascinant. Ce moment d'incertitude pourrait être le plus précieux de tous. Parce que c'est dans l'incertitude que nous sommes le plus vivants. C'est dans le mystère que nous sommes le plus curieux. C'est dans l'inconnu que nous sommes le plus humains. Une fois que nous aurons toutes les réponses, une fois que nous aurons résolu tous les mystères, que nous restera-t-il ? Mais tant que les questions restent ouvertes, tant que l'univers garde ses secrets, nous avons une raison de continuer, une raison d'explorer, une raison d'exister. En 2025, le poète et physicien Alan Lightman a écrit « Nous sommes faits de poussière d'étoiles qui s'est organisée de manière à pouvoir contempler les étoiles. Nous sommes l'univers qui s'est éveillé à lui-même. Et peut-être que c'est suffisant.
Peut-être que nous n'avons pas besoin de trouver d'autres consciences dans le cosmos. Peut-être que le simple fait d'être conscient, d'être capable de nous émerveiller, d'être capable de poser des questions, est déjà un miracle suffisant. Mais je vais vous dire quelque chose d'honnête, quelque chose que peu de scientifiques admettent publiquement. Nous ne savons pas. Nous ne savons vraiment pas si nous sommes seuls. Nous ne savons pas pourquoi l'univers est silencieux. Nous ne savons pas si nous allons survivre au prochain siècle. Nous ne savons pas si le grand filtre est derrière nous ou devant nous. Nous ne savons pas si d'autres civilisations existent et se cachent, ou si elles ont toutes disparu, ou si elles n'ont jamais existé. Nous ne savons pas. Et vous savez quoi ? C'est acceptable. C'est même beau. Parce que ne pas savoir signifie que l'histoire n'est pas encore écrite, que l'avenir est encore ouvert, que nous avons encore un rôle à jouer dans la détermination de ce qui se passe ensuite. Le silence cosmique nous pose une question. Mais la réponse ne se trouve pas dans les étoiles. Elle se trouve ici, dans nos choix, dans nos actions, dans notre courage de continuer, même face à l'incertitude, dans notre volonté de préserver cette étincelle de conscience, cette capacité d'émerveillement, cette curiosité insatiable qui nous pousse à regarder vers le ciel et à nous demander. Peut-être que nous ne trouverons jamais d'autres civilisations. Peut-être que nous resterons seuls pour toujours. Ou peut-être que demain, nous recevrons un signal, un message d'une autre conscience, quelque part dans l'immensité cosmique, qui dit « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes ici aussi. Nous nous posons les mêmes questions. Nous ressentons la même solitude. Nous partageons le même émerveillement. » Nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous savons une chose. Nous sommes ici, maintenant, dans ce moment extraordinaire de l'histoire cosmique. Nous sommes conscients, nous sommes curieux, nous sommes vivants. Et tant que nous le restons, tant que nous continuons à nous poser des questions, à explorer, à nous émerveiller, alors le silence cosmique n'est pas une tragédie. C'est une toile vierge, un espace ouvert pour les possibilités. Une invitation à écrire notre propre histoire dans les étoiles. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, ne pensez pas au silence comme à une absence. Pensez-y comme à une présence. La présence du mystère. La présence de l'inconnu. La présence de toutes les questions que nous n'avons pas encore posées et de toutes les réponses que nous n'avons pas encore trouvées. Et souvenez-vous que vous faites partie de quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes de la poussière d'étoiles qui s'est éveillée. Vous êtes l'univers qui se contemple lui-même. Vous êtes une conscience dans un cosmos qui pourrait en contenir des milliards, ou qui pourrait n'en contenir qu'une seule. Et peut-être que la vraie question n'est pas « quote 51 », peut-être que la vraie question est « quote 52 ». Le paradoxe de Fermi n'a pas de réponse définitive. Pas encore. Peut-être jamais. Mais il a un enseignement. Et cet enseignement est simple. Nous sommes précieux. Notre conscience est précieuse. Notre capacité à nous émerveiller est précieuse. Et notre responsabilité est de préserver cela, de le nourrir, de le transmettre aux générations futures qui continueront à regarder les étoiles et à se poser les mêmes questions éternelles. Le silence cosmique continue. Mais nous ne sommes pas silencieux. Nous parlons, nous créons, nous explorons, nous existons. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce que nous pouvons faire. Peut-être que c'est tout ce que nous devons faire. L'univers est vaste, le temps est long, les mystères sont profonds. Mais nous sommes ici, maintenant, conscients, vivants. Et cela en soi est la réponse la plus extraordinaire à toutes les questions que nous pourrions poser.